Salut tout le monde. Salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief politique hebdomadaire d'une semaine qui a été encore d'une densité politique rare. Bon, non mais attends, c'est une blague. Si tu veux, Bon. si tu veux. Mais quand même, il s'est passé des choses. On peut pas le nier. Donc on a perdu un gouvernement qui venait juste de se constituer. Non, parce qu'on a l'impression que c'était il y a genre 6 mois. Mais en fait, c'était quand même il y a que lundi matin. Genre Le Cornu annonce sa démission et la démission du gouvernement. Il est chargé de faire d'ultimes négociations, etc. Et puis il y a plein de trucs qui se passent du coup de part et d'autre de l'échiquier politique. Pourquoi? Première question, Catherine. Pourquoi est-ce que quand je te dis il s'est passé plein de choses politiquement, pourquoi est-ce que tu fais Parce qu'en fait, je trouve ça... c'est une blague. Ouais, je trouve que tout ça est une blague. Ben, je ne sais pas comment te dire, c'est que pourtant je considère en général que ce qui se passe dans l'espace politique institutionnel, ça mérite intérêt, ça mérite analyse. Bon, enfin là, si tu veux, c'est les portes claquent, on ouvre, on ferme, t'as quelqu'un qui sort du placard et hop, et truc. Et ça n'a pas de sens, ça ne prend de sens pour personne en dehors des spécialistes, tu vois, les entomologistes qui regardent la politique comme ça. La politique... Certes, il n'y a pas de politique en dehors de un peu de tactique et un peu d'intérêt. On regarde, on fait quand même aussi en fonction de ses intérêts partisans, nombre d'élus, je sais pas quoi. Mais enfin là, c'est même pas que tout a l'air d'être conditionné aux intérêts partisans. C'est que franchement, les choses n'ont pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses. En profondeur et en particulier, moi je pense que du côté de la droite, les recompositions sont très violentes. Mais... On va y revenir, mais effectivement, c'est ce que tu as écrit dans dans la newsletter de vendredi, et c'est quelque chose qu'on a vu de plus en plus. Des portes closes, c'est-à-dire que vous avez des réunions plus ou moins formelles, plus ou moins informelles d'ailleurs, à la fois à Matignon, à l'Élysée, donc ce vendredi midi, des réunions entre différents acteurs de gauche avec des géométries variables, mais tout ça porte close. Et puis donc à la fin de ces réunions, parce que devant les réunions il y a plein de gens qui attendent avec des micros, et ils sortent et puis chacun dit son truc, dit ce qui s'est passé, avec plus ou moins d'ailleurs d'honnêteté et de transparence, parce que genre les récits qui sont faits par les uns et les autres sont pas exactement les mêmes. Donc on voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose entre guillemets, mais de façon totalement déconnectée de la réalité de la politique, et deuxièmement moi j'ai toujours envie de croire que la politique c'est la politique des élus. Ce que font les élus, c'est le symptôme de tout ce qui se passe au sein de la société, des dynamiques de la société. Là vraiment c'est pas du tout le cas. Là, on a des choses qui se passent dans un espèce de vase clos duquel tous les citoyens français sont exclus. Absolument. Et ce qui est absolument catastrophique. Alors, on va prendre bout par bout. Avec un point que je voulais rajouter, c'est que non seulement nous sommes spectateurs de trucs dont on ne comprend pas très bien le sens, on ne comprend pas très bien les finalités des uns et des autres, ce qu'ils portent, pourquoi ils le font, etc. Et, in fine, au bout du bout, c'est Emmanuel Macron qui décide. Mais je trouve ça hallucinant, comme situation. On ne sait pas, ce vendredi à midi, à 13h, là, quand on enregistre ce débrief, s'il y aura un Premier ministre de gauche, de droite, de je sais pas quoi, enfin du milieu, s'il y aura une dissolution, une démission, enfin, toutes les hypothèses sont ouvertes, sont sur la table. Et alors sur les plateaux télé, tout le monde va bavassant pour dire qu'est-ce que vous en pensez, et si c'était Jean-Louis Borloo, oh non, pas Jean-Louis Borloo, si c'était... Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est ridicule cette situation. C'est-à-dire qu'on a l'impression que celui qui regarde ce petit monde politique s'agiter et qui à la fin va tirer les conclusions de tout ça, c'est Emmanuel Macron. Mais nous ne sommes pas ces sujets, quoi. Non, mais franchement, je trouve ça grotesque, humiliant et insultant. Alors, commençons par le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, Génération et l'après. En gros, tout cet endroit-là de la politique demande, et ce depuis... Et le Parti communiste. Et le Parti communiste. Mais un Parti communiste, c'est...
Bon, peut-être tu l'as mis à côté, Ouais, ok. je voulais le mettre de côté. D'accord. Mais en tout cas, le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, l'après-génération, demandent depuis lundi soir, mardi matin, un Premier ministre de gauche. Alors, il y a le Parti communiste dans cette Alors, il y monde-là. a le Parti communiste, parce que je voulais raconter d'autres choses, mais effectivement, il y a le Parti communiste là-dedans. Et donc, il demande un Premier ministre de gauche. Et il demande à pouvoir gouverner, à pouvoir prendre le pouvoir à Matignon, nommer des ministres et essayer de mener une politique de gauche. A priori, le temps des roses, parce qu'on ne voit pas très bien comment, avec 125 députés, ça pourrait faire l'affaire. Mais en tout cas, c'est ça leur proposition. Et alors, ils serinent à longueur de plateau, à longueur de communiqué, à longueur de tweet, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie, de ce positionnement qui est, je vais te dire, ils n'ont pas dit autre chose cette semaine. Enfin, moi, je n'ai pas entendu d'autres choses qui sont arrivées, qui ont réussi à passer le mur du son, si ce n'est on veut aller à Matignon. Il y a quelques-uns ont essayé de dire un peu autre chose, mais tu as raison que ça n'a pas passé le mur du son et que finalement, si on résume à peu près la demande de cette partie-là de la gauche, on va dire que c'est ça leur objectif. Moi, je pense que ça répond à de nombreuses exigences. La première qui est presque un peu une évidence, mais que je trouve, à mon avis, dépassée, c'est ce qui aurait dû être fait. On aurait dû commencer par là, donc il faut en passer par là. En juillet 2024. En juillet, voilà. Ça, c'est le premier argument que je trouve à peu près recevable. Avec un léger bémol, c'est que le NFP n'existe plus. La France Insoumise a dit que c'était mort et s'en est barré. Et donc, du coup, il y a une initiative qui a été prise de créer NFP 2027, c'est-à-dire le rassemblement de tous ceux qui se réfèrent au NFP pour préparer l'élection présidentielle de 2027, sans le Parti communiste et sans la France Insoumise. Bon. Bref, tout ça pour dire que se référer stricto sensu à ce qui s'est passé il y a 15 ou 16 mois me paraît un peu une fiction aussi. Et pour la division au sein de la gauche et pour l'exacerbation des tensions dans le reste de l'échiquier politique. C'est-à-dire que je pense que on est dans un moment où aussi par la proximité de l'élection présidentielle, tout le monde veut affirmer son identité, ses exigences, éventuellement la netteté de son propos, donc la gauche on n'en veut pas, censure. Moi, je crois que la gauche ne tiendra pas plus que, je sais pas quoi, moi, plus que Barnier, on va dire, parce que dans l'échelle, il y a Barnier, c'est 3 mois, donc je ne vois pas comment ils peuvent aller au-delà de ça. Et ils n'ont donc pas les moyens de faire une politique de gauche. Ce que le plus qu'ils puissent éventuellement faire, c'est de construire un projet moins pire, ce qui les expose à la déception du public, enfin du peuple de gauche, des citoyens en général, et sachant que évidemment on ne fait pas de la politique séparée du reste du monde et que la France insoumise va bien les matraquer pour leur dire qu'est-ce que vous êtes allé faire au gouvernement, vous êtes allé exercer le pouvoir alors que vous n'aviez pas les conditions pour le faire, donc vous êtes des traîtres. Donc je ne vois pas ce qu'ils fabriquent à faire ça. Je comprends quand même, troisième point, c'est que le Parti socialiste cherche à se ressouder, donc à dire qu'ils sont des gens responsables et à couper avec la France insoumise. Comme la France insoumise ne veut pas l'exercice du pouvoir dans les conditions qui ne sont pas réunies, et je crois qu'ils ont raison de dire que les conditions ne sont pas réunies, du coup ça permet au Parti socialiste d'essayer de construire une alliance, un arc de cercle de forces politiques séparé de la France insoumise, ce qui est quand même in fine, un peu un de leurs enjeux, c'est-à-dire comment on règle son compte à la France insoumise qui vraiment a eu l'outrecuidance de leur prendre le leadership à gauche. Je rajouterais 2 points. Le premier, c'est que si, et d'ailleurs on est en train de le voir cette semaine, pour espérer avoir quelqu'un de gauche, on va dire, éventuellement un socialiste nommé à Matignon, alors il faut que, même avant que d'exercer le pouvoir, il montre patte blanche à Emmanuel Macron.
qui a, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le pouvoir de nomination du Premier ministre. Et en vérité, c'est ce qu'ils font. C'est ce que fait Olivier Faure lorsqu'il va voir le Cornu. À la fois, il pose ses exigences et à la fois, il voit dans quelle mesure il pourrait, par exemple, obtenir une abstention lors d'une éventuelle censure de la part de Gabriel Attal, qui est le patron de Renaissance. Il va voir dans quelle mesure... Moi, je pense qu'il ferait mieux négocier avec Attal qu'avec Macron, parce que je suis pas sûre que Attal et Macron se parlent beaucoup. C'est tout à fait juste, mais c'est pour ça qu'il négocie aussi avec Attal. Tout à l'heure, on parlait des portes closes. Il y a ce récit d'une réunion totalement informelle pour le coup, mais absolument lunaire, où Marine Tondelier, Gabriel Attal et Olivier Faure se seraient réunis dans genre l'espace coiffure et maquillage d'une émission de TF1 où ils étaient tous les trois invités. Et donc, par priori, ils ont fait une réunion au sommet à cet endroit-là. Donc, t'es là, genre, d'accord, ok, c'est super. Réunion d'ailleurs dont on ne sait rien ni des constats qu'on a Marine n'a rien dit. Parce que Marine, c'est quand même la pipelette de service. Hein. Ouf. Si on a envie d'avoir les potins, faut lui demander. Hein. Et donc du coup, on a donc cette obligation en fait pour cette gauche qui veut aller à Matignon, de négocier avec des gens qui de toute façon n'ont pas envie de négocier. Alors on se retrouve, tu sais, tu parlais des plateaux télé là où on parle de Borloo, mais alors sur les plateaux télé on parle aussi de totems et de trophées. C'est genre ah bah oui mais Olivier Faure il peut pas rentrer, avoir un gouvernement de gauche, il n'a pas un trophée. Alors le trophée et le totem, ça serait par exemple la suspension ou l'abrogation, mais la suspension à minima de la réforme des retraites. Le trophée, ça serait la taxe Zuckman. Voilà, ça c'est le genre de trophée qu'il faudrait qu'il ramène. Sachant que ça annihile complètement en fait la logique de projet global en fait de qu'est-ce que c'est que la gauche, tu vois, puisque genre on va négocier, tu vois, t'as des, ça c'est aussi le concept que les médias adorent, de ligne rouge, tu vois, ah bah ça il y a une ligne rouge là-dessus, tu vois, enfin donc tu pourrais négocier jusqu'à ta ligne rouge sur tous les sujets, qu'ils soient économiques, liés à la sécurité, liés à l'immigration, tu vois, genre qu'est-ce que t'acceptes, qu'est-ce que t'acceptes pas, tu vois, et c'est vrai que dans un moment de flou idéologique, comme c'est le cas actuellement, où parfois on a du mal en fait à situer politiquement les différents acteurs en jeu, les différents partis, les différents mouvements politiques, en tout cas de du Parti Socialiste jusqu'au LR, cette question pour moi n'a aucun sens. Parce que, comme tu l'as très bien dit, ça les décrédibiliserait. C'est-à-dire que si tu acceptes, admettons, regarde, Macron, je sais pas, le Cornu dit, bon écoutez, pour avoir un arc qui tienne la route, ok, on suspend, voire on abroge la réforme des retraites, mais en même temps, on supprime l'aide médicale d'État. Ça veut dire quoi ça ? Enfin, genre, excuse-moi. Non, mais c'est ce genre de choses. C'est comme ça qu'ils négocient, là. Enfin, ils sont en train de négocier. Et je trouve ça, mais abominable. On peut pas faire de la politique comme ça. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Oui, je pense que malgré tout, la compréhension des équilibres politiques doit se traduire pour tout un chacun par un certain nombre de mesures concrètes. Est-ce qu'on augmente le SMIC? Est-ce qu'on n'augmente pas le SMIC? Est-ce que la réforme des retraites est suspendue, abrogée ou pas? Est-ce que il y a une taxe Zuckman ou quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire d'un rendement équivalent, c'est-à-dire qui permet que les gens qui sont les plus fortunés de ce pays contribuent enfin de façon proportionnée aux besoins du pays, etc., etc. Moi, ça me gêne pas, et c'est presque le seul moment, je trouve, quand on a discuté, que on réatterrit un tout petit peu sur des enjeux identifiables et compréhensibles par les gens. Moi, ce que je comprends aussi, c'est que comme ce sont à la fois des mesures concrètes et à la fois des mesures emblématiques d'une logique politique, c'est pour ça que Emmanuel Macron ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher parce que non seulement il pense qu'il faut faire suer le burnou à tout le monde plus longtemps, mais aussi parce que c'est emblématique de la logique politique qui est la sienne et de sa politique de l'offre et de la maltraitance avec laquelle il considère le travail, le monde du travail, les organisations des travailleurs, etc. Donc il ne veut pas lâcher pour ça. Même si, comment elle s'appelle, Elisabeth Borne a dit que c'était peut-être temps de mettre sur pause. Moi, je trouve que ça
quand même, ça permet de comprendre et de clarifier. Et c'est aussi pour ça que chacun annonce les choses et que je te prie de me croire que s'ils ont pas tout, la France insoumise se chargera bien de le leur rappeler. T'as bien raison de rappeler la position de la France insoumise qui, pour le coup, a une position très claire depuis lundi. Mais en vérité, depuis le début, tu vois, c'est de toutes les façons, nous, on ne veut pas entendre parler de tout ce qui se passe puisqu'on est pour la démission du président de la République. On pense qu'une dissolution, ça ne sera pas suffisant pour reclarifier politiquement l'offre politique. Et donc, on demande la démission d'Emmanuel Macron, voire ou sa destitution. Destitution qui, entre parenthèses, ils n'ont pas pu discuter à l'Assemblée nationale, notamment parce que le Rassemblement national s'est opposé au bureau de l'Assemblée nationale à ce que ça soit discuté dans l'hémicycle. Donc, eux, ils ont leur position claire. Effectivement, c'est ça. Alors, ils le font en tabassant les autres acteurs de feu le nouveau Front Populaire, tu vois, en disant vous faites n'importe quoi, vous êtes des traîtres. C'est-à-dire qu'avant même la traîtrise, ils les traitent de traîtres. Peut-être qu'il y aura traîtrise, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils les traitent de traîtres à longueur de plateau, etc. C'est très 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 tendu, et sur les réseaux sociaux, et lorsqu'ils se rencontrent à la télévision. Enfin, je veux dire, il faut voir les passes d'armes entre Pierre Jouvet et Clémence Guettet sur BFM. J'ai encore vu ça il y a 2 jours, là. Enfin, c'est waouh, ça clash sec. On se demande même comment il fut pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, ils étaient encore dans le même bateau. Là, ça a l'air vraiment, ils ont déterré la hache de guerre, quoi, entre eux. Sauf que, donc, ils tiennent ce discours qui, à mon avis, est un discours de clarté et qui, dans le moment, fait quand même du bien. Tu vois, c'est genre il y en a qui nous disent pas on va faire des accords de coin de table derrière des portes closes, tu vois. Enfin, ils nous disent nous on veut retourner dans l'élection, on veut retourner en campagne. Alors non, c'est là que ça devient un peu compliqué, justement. C'est-à-dire que ils veulent pas retourner en campagne. Ils veulent retourner à l'élection. Voilà, c'est ce que tu écrivais dans ta newsletter, donc peut-être que je te laisse la primauté de le dire. Enfin. Non, vas-y, explique. Bon, en gros, et c'est là nous qu'on a un désaccord avec Catherine sur la proposition de la France insoumise, c'est que ce qu'ils disent eux, c'est on veut une démission, et donc qui dit démission du président de la République dit élection présidentielle entre 20 et 35 jours. Ça, c'est le cadre constitutionnel. Le seul problème, c'est que entre 20 et 35 jours, d'après nous, il n'est pas possible en fait de faire de la politique. Enfin, déjà, il va falloir que tu trouves les 500 signatures au pas de course. L'AFI a déjà rassemblé ses signatures. Là, voilà, elle a déjà. Alors, non, mais je ne sais pas si elle les a toutes, mais elle a déjà. Justement, je viens après sur le cas spécifique de l'AFI. Mais genre, tu dois rassembler les 500 signatures, tu dois rassembler l'argent, faire tes prêts, faire tes machins, imprimer tes tracts, organiser quelques meetings, tu peux pas en organiser beaucoup. Enfin, quelques porte-à-porte, tu peux pas en organiser beaucoup. Enfin, tout ça, en 2 temps, 3 mouvements, il n'y a pas de clarification de l'offre politique. Alors, la différence de la France insoumise par rapport aux autres, c'est qu'ils sont persuadés, eux, que c'est bon, ils sont prêts. Eux, ils ont le programme depuis maintenant au moins 2022. Ils ont les candidats, ils ont des gens en fait pour faire campagne. Ils ont les militants qu'ils ont formés. Ils ont le discours et ils ont le candidat qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Donc banco, c'est bon. Avec en plus, ça c'est toi qui l'as noté, c'est Manuel Bompard qui a dit ça cette semaine. Manuel Bompard dit et en plus. En vérité, les débats, ils ont déjà été menés. Regardez à l'Assemblée nationale, ça fait au moins 1 an qu'on débat. Donc les Français savent très bien. Tu mettais en avant dans ta newsletter que en fait, c'est pas suffisant. En fait, tout le monde n'est pas en train de regarder tous les mardis après-midi l'Assemblée nationale sur LCP à se demander ce qu'ils racontent les uns les autres en commission, en hémicycle, etc. Enfin, c'est pas ça faire de la politique. Oui, et puis c'est pas. D'abord, tout ne se résume pas au débat à l'Assemblée nationale, et puis c'est pas la même chose de se tourner, d'être en train d'élaborer un texte de loi et de se tourner vers les Français en disant dans quelle France vous voulez vivre. Quelle est l'action de la France dans le monde? Quelles sont les dynamiques que vous pensez qu'il faut mettre en œuvre pour que notre pays s'en sorte, etc. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même discours. Il y a un niveau de globalité qui s'adresse aux électeurs, aux citoyens, qui n'est pas le même que celui ni des engueulades sur les plateaux télé, ni des tweets
ni des réunions en commission à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que j'ai écouté Bompard, il le dit mercredi soir sur BFM, où il dit ça, il dit mercredi sur BFM, on a déjà discuté. Et en fait, moi, j'avais eu dans la journée un débat sur je sais plus, France Info, et il y avait, comment il s'appelle ? Rodrigo Arenas. Voilà, Rodrigo Arenas qui était là. Député LFI de Paris. Voilà, et en fait, c'est lui le premier qui a dit ça. Et je me suis dit, bon, Rodrigo Arenas, comme je l'interroge sur le sujet, il me dit, mais ça y est, c'est bon, on a déjà réglé, quoi. Je lui dis, mais enfin, c'est un peu court quand même de faire en 30 jours. Il me dit, oh, non, mais c'est bon. Je me suis dit, bon, il m'a fait cette réponse parce qu'il était coincé. Mais quand j'ai entendu que Manu Bompard disait la même chose le soir sur BFM, j'ai compris que c'est pas du tout un argument au débeauté pour se sortir d'une mauvaise passe. Ce que tout le monde fait, je veux dire, je n'aurais pas voulu à notre député de LFI, mais c'est qu'en fait, c'est vraiment une ligne qu'il partage, qui est l'heure et aux arbitrages. On peut, bon, évidemment, c'est en dehors du caractère tout à fait peu démocratique, parce qu'en effet, ils sont prêts. D'accord, très bien, ils se sentent en mesure d'aller présenter leur projet, mais ce n'est pas normal de ne pas donner aux autres la possibilité de le faire. Or, en 30 jours, ce n'est pas vrai que les autres forces politiques dans le pays ont la capacité de s'organiser pour le faire. Et par ailleurs, ce que je pense, c'est que il faut quand même se rendre compte que les Français, ils ont besoin que ça infuse, ils ont besoin que ça se discute, et puis qu'on y revienne une fois, deux fois, trois fois. Enfin, les élections présidentielles, elles sont prévues à l'avance aussi pour cette raison. C'est-à-dire que ça permet à chacun de faire valoir ses arguments, de les affiner, de les confronter à d'autres, de répondre aux autres. Enfin, c'est ça un débat démocratique. Et donc, voilà, moi, je pense que la France insoumise a raison de se tenir en dehors de tout ça, parce qu'il n'y a pas d'issue dans cet arrangement-là entre partis et je sais pas quoi, et socle de stabilité, je sais pas ce qu'il a raconté le Cornu l'autre soir. Je pense qu'ils ont raison de dire que on ne peut pas s'en sortir. Mais le problème, c'est que, d'une certaine manière, ce qu'ils ne voient pas, c'est que le problème, il est encore plus profond qu'ils ne le croient. C'est-à-dire que le problème, c'est que les citoyens français ne voient pas où on va. Et que donc, il y a besoin de ce temps démocratique, de ce temps de discussion pour pouvoir retrouver le chemin. Ils savent, Mélenchon le répète à satiété, la France est un pays qui se fonde dans la politique, qui fait des citoyens. Et notre unité, elle est liée à un projet politique. Si nous n'avons pas de projet politique, notre pays ne peut pas fonctionner. Et d'ailleurs, il ne fonctionne pas. Macron a pensé que la politique, c'était complètement superflu et qu'il pouvait s'en passer et qu'il pouvait gérer comme un technocrate. C'est Alain Duhamel qui dit dans une émission, je crois, à Quotidien, il dit « Emmanuel Macron, c'est un type super intelligent, très cultivé en littérature, tout ça, c'est même en philosophie. » Le seul problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne comprend rien à la politique. Je pensais exactement la même chose, il ne comprend rien à la politique, il n'a pas de culture politique et de culture historique. Il ne sait pas ce que c'est qu'une section, il ne sait pas ce que c'est qu'un militant, il ne sait pas ce que c'est qu'un parti, il ne connaît rien à l'histoire politique de la France. Il doit connaître l'histoire des rois et des reines, et puis des présidents et je sais pas quoi, mais il ne connaît pas ce que c'est que les logiques et les cultures politiques profondes. Ce type nous fout dans la merde parce qu'en fait, il est un inculte politique et donc il ne peut pas être un président politique. Et donc il a sapé un socle de notre pays, et donc on ne peut pas ne pas reconstruire ce socle politique. Et on peut reconstruire ce socle politique que si on a un débat politique et avec le temps pour cela. Je pense que l'AFI se trompe vraiment. Ils ont envie tu vois, de marquer les gains là, de comment ça s'appelle, d'empocher là, tu vois. D'empocher la mise. Ouais. Voilà, ils veulent, parce qu'ils sont les plus forts et mais pour la France, ce n'est pas bien. Bon, d'autant plus que après, c'est des sondages au jour le jour, mais là, les sondages, il y a encore un sondage ce matin dans le Figaro qui montrait que un bloc PS LVPC arrivait à 19% quand LFI était à 8% à des éventuelles élections législatives. C'est que des sondages, etc. On peut questionner, c'est pas prédictif. C'est pour ça que Mélenchon ne demande pas des législatives, il demande des présidentielles. Ouais. Parce que je pense qu'il voit bien la différence entre
la démultiplication des candidatures dans les territoires et dans les circonscriptions, etc., qui tiennent compte des équilibres locaux, du poids du maire qui appelle à voter pour le député, etc., etc. Et à l'élection nationale, c'est lui qui tient. Voilà. Ouais, ça, je pense que c'est pour ça qu'il demande la présidentielle aussi. Je sais. Mais tout à l'heure, on écoutait Jean-Luc Mélenchon qui faisait un point presse ce matin, et effectivement, il raconte ça. Il dit pourquoi il ne croit pas à la dissolution et à ces 577 élections qui, en gros, ouvrent la porte à des géométries variables, en fait, sur chaque circonscription, et donc, du coup, qui ne permettent pas de clarification politique, alors que l'élection présidentielle, si. Et toi, tu trouvais ça assez juste, tu vois. Moi, c'est ce que je pense. C'est ce que tu penses. Et moi, je pense que je suis assez pas d'accord avec ça. Enfin, c'est-à-dire que précisément, j'allais dire la complexité. C'est pas les sociétés sont complexes, les dynamiques politiques sont complexes. Le fait que on ait des députés, qu'on ait 577 députés qui représentent 577, qui représentent la nation, mais qui sont issus de 577 circonscriptions, tu vois, enfin, et qui fassent marcher une institution comme l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est important. C'est-à-dire que ces couches, en fait, ces sédimentations, en fait, du politique, à la fin, permettent, à mon sens, d'élaborer de façon sage des directions, quoi. Non, mais je suis d'accord avec ça. Oui, mais en fait, l'idée, parce qu'il dit, ça serait comme il parle de circonscription unique, c'est ça la présidentielle pour lui. Enfin, moi, je suis désolé, mais en vrai, c'est un problème, tu vois. Genre, c'est pas, effectivement, il est plus compliqué de faire des projections pour des sondeurs par circonscription. C'est très compliqué pour eux. Ils ont beaucoup de mal. D'ailleurs, la plupart ne le font pas. En revanche, ils sont beaucoup plus fiables sur les élections présidentielles, puisque à la fin, il y a une seule issue, quoi. Et c'est pas parce que les sondeurs n'y arrivent pas que c'est beaucoup plus difficile à entrevoir, que c'est moins bien politiquement, tu vois. Enfin, non, mais c'est pas la question. Moi, je trouve ça au contraire important. Je rappelle à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise qui sont si arc-boutés sur cette question présidentielle, que dans leur programme, il y a jusqu'à preuve du contraire la 6ème République, où précisément la présidentialisation est écartée et mise de côté et même dénoncée, en fait, en tant que ça crée, en fait, des espèces de situations complètement abracadabrantesques où tu as un type qui décide, comme c'est le cas d'Emmanuel Macron, de beaucoup trop de choses, sur lesquelles il y a beaucoup trop de responsabilités. Je préfère que la responsabilité soit partagée entre 577 personnes, avec du coup des dynamiques, des machins, des règles aussi, des procédures à l'Assemblée nationale, que un type qui décide de tout, comme semble vouloir aussi Jean-Luc Mélenchon. Bon, moi je suis pas pour qu'un type décide de tout, je suis pour que ça s'arrête, ce cirque de la 5ème République, avec le fait qu'on ait un petit jeune homme qui s'imagine pouvoir décider pour tout le monde. Ça, je trouve que ça suffit, cette blague a assez duré. Tant que ce soit un vieil homme, ça changerait pas beaucoup. M'en fous. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que il est d'une arrogance qui me stupéfie, quoi. Bref. Et t'as raison que les vieux peuvent être aussi arrogants que les jeunes, c'est pas impropre de la jeunesse. Mais en l'occurrence, donc je pense qu'il faut faire une autre constitution, mais ce que je crois, c'est que là, dans l'instant où nous nous trouvons, je pense qu'il y a besoin que des projets cohérents et globaux s'exposent et s'expriment. Et donc, je suis plutôt pour une élection présidentielle parce qu'il y a une personne qui parle et qui énonce une cohérence. Ça ne s'oppose pas au fait que les députés, c'est eux qui font les lois et qui votent et qui doivent avoir plus de place dans les élaborations du budget, de l'ordre du jour de l'Assemblée, etc., etc. Donc je pense tout à fait ça, c'est-à-dire que je pense qu'ils introduisent de la complexité et du rapport au réel et au terrain, etc. Donc ils doivent être présents et doivent avoir plus de poids, mais il me semble que ce moment de choix sur les grandes orientations, en l'occurrence, je ne sais pas, peut-être que demain on trouvera d'autres façons de faire, mais en l'occurrence, dans ce moment, il me semble que c'est celui-là. Mais par contre, ce que moi je n'ai pas du tout aimé ce matin dans l'intervention de Mélenchon, parce que je suis donc d'accord pour dire qu'il faut une élection présidentielle anticipée. Je ne suis pas d'accord pour qu'elle soit
je suis pour qu'elle soit anticipée et pas précipitée. C'est-à-dire, je suis pour qu'elle ait lieu en mai, c'est-à-dire après les élections municipales. On laisse passer on fait un budget par loi technique qui permet de la reconduction du budget précédent. On laisse les élections municipales se faire normalement et sans tout foutre en l'air. Et on fait en mai ce qui est à peu près la tradition française de voter en avril-mai. Donc ça, et pour ce faire, il suffit que Emmanuel Macron annonce « Je démissionnerai une fois les élections municipales passées ». Donc en gros, préparez-vous à tous ceux qui veulent être candidats, vous pouvez le faire. Donc ça me paraît juste. Ce que je n'ai pas aimé et qui me semble cohérent avec l'idée qu'il faut précipiter les choses, c'est la façon que Jean-Luc a eu de présenter les choix qui sont à faire par le pays. Il dit c'est oui ou non, on veut la lutte contre le réchauffement climatique. Oui ou non, on veut s'opposer à la course en avant militaire et aux tensions internationales. Oui ou non, on veut davantage de justice fiscale. C'est-à-dire qu'il a présenté en gros, les termes d'une alternative qui serait en blanc, oui, en positif, c'est ce que je vous propose, non, sous-entendu, c'est ce que vous proposera l'extrême droite. C'est-à-dire qu'entre les deux, il n'y a rien. C'est un vide. On est là ou on est là. C'est oui ou non. Eh bien, ça, avec ça, je trouve que ça, c'est vraiment une façon de tordre la réalité politique, la nature des propositions, des idées qui se défendent dans notre pays et qui sont légitimes, qui sont absolument légitimes, peu importe ce qu'au bout du bout, chacun va choisir. Peut-être qu'au bout du bout, je voterai Jean-Luc Mélenchon. Mais en tout état de cause, je ne disqualifie pas la possibilité pour Édouard Philippe, que je ne porte pas du tout dans mon cœur, d'être présent et d'énoncer une proposition. Je ne disqualifie pas un candidat issu du Nouveau Front Populaire 2027 qui serait issu d'une primaire et qui défendrait sa proposition. Je ne disqualifie pas les chers camarades du NPA ou de lutte ouvrière de vouloir s'exprimer eux aussi. Donc, ce n'est pas possible de considérer que les termes du débat sont en oui ou non. Et c'est pour ça, c'est parce tout ça est extrêmement cohérent. On peut aller vite, les débats ont déjà eu lieu, les Français. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arbitrer et trancher en oui ou non. Moi, c'est pas que. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que c'est un mauvais. C'est une mauvaise chose pour la France. Mais vraiment, c'est-à-dire pour notre crise démocratique, on ne peut pas dire que c'est oui ou non. Sur chaque sujet, il y a des cohérences et ils doivent être exprimés. On a souvent parlé de Raphaël Glucksmann qui présente une cohérence. Je ne sais pas s'il sera candidat à l'élection présidentielle. Si c'est oui ou non et que c'est dans 3 semaines l'élection présidentielle, je pense que Glucksmann sera candidat. Bon, peut-être que ça arrange Jean-Luc Mélenchon parce que c'est clair et net, mais c'est pas forcément aussi intéressant que ça d'avoir la gauche représentée par Glucksmann et Mélenchon. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont ni avec Glucksmann, ni avec Jean-Luc Mélenchon, et qui peut-être peuvent s'exprimer. Bref, la démocratie, c'est un peu plus de complexité, un peu plus de temps pour discuter, et pas chercher à profiter, à tirer avantage d'une situation pour empocher la mise. Dernier point, mais qui est quand même une grosse partie, c'est ce qui se passe du côté de la droite. Parce que là, alors c'est drôle, j'ai fait un papier dans la newsletter mardi ou mercredi sur la recomposition accélérée de la droite, et notamment, alors il y a eu un événement qui pourrait être considéré comme un micro-événement, mais en fait qui ne l'est pas, je pense. Il y a eu une élection législative partielle dans le sud de la France. Bruno Retailleau, donc au deuxième tour, vous aviez le Parti Socialiste contre le Rassemblement National. Bruno Retailleau, chef des Républicains, a annoncé à la sortie d'une réunion avec les LR que pas une seule voix ne devait aller à la gauche. Sous-entendu, il ne l'a pas dit, mais c'est plus que sous-entendu, voter RN, quoi. Cette prise de position du président des LR, elle est officielle, elle est assez nouvelle. Enfin, je veux dire, jamais pour l'instant, ils avaient franchi le pas. Enfin, je dis ça. L'ancien président des LR, c'était Éric Ciotti, qui est carrément parti avec armes et bagages du côté du Rassemblement National. Enfin, je veux dire, c'est un cran de plus, on va dire, dans l'arrimage des LR à l'extrême droite française.
Sachant que, je veux quand même noter que le candidat LR, qui était arrivé avec 17%, et donc qui n'a pas pu aller au second tour dans cette législative partielle, lui, il a laissé la conscience, il a fait un post sur Instagram en disant les électeurs font comme ils veulent. C'est-à-dire qu'il n'a pas suivi la directive de Bruno Retailleau. On peut pas dire qu'il a été beaucoup plus courageux, il n'a pas appelé à voter PS non plus. Oui, contre le Rassemblement. Il a pas dit on en est là, quoi. On en est là aujourd'hui de ce parti LR qui se cherche un avenir politique du côté d'extrême droite française. Enfin, je veux dire, en vérité, lorsqu'on dit ça, par exemple, qu'on parle avec à la fois des éditorialistes de droite sur les plateaux télé ou avec des responsables LR, lorsque je leur dis... Tu vois, on leur dit, mais quand même, là, il y a un papier à cigarette entre votre discours et le discours de LR. Ils disent, ah non, mais on peut pas... Et le discours de LR, ah non, mais on peut pas vous laisser dire ça, c'est scandaleux, etc. Enfin, et ils semblent avoir oublié, quand même, que leur ancien président est parti. Il a créé un parti qui est complètement collé au RN, Éric Ciotti. Enfin, je veux dire, et c'était il y a un an, enfin, un tout petit peu plus d'un an. Enfin, et que c'est un événement politique que les LR essayent de considérer comme pas majeur, c'est pas grave, c'est une brebis galeuse. Il est parti, ce qu'il répète à chaque fois, c'est « Oh, il est parti qu'avec 5-6 personnes. » Enfin, ouais, mais c'était votre président, en fait. Vous l'aviez élu, et vous l'aviez élu sur un discours qui était exactement le même que celui qu'il tient aujourd'hui, alors qu'il est collé à Jordan Bardella et Marine Le Pen. Donc, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Genre, ce parti est en voie. Alors, quand j'ai écrit la newsletter, il y a des gens qui m'ont répondu « Non, mais Pablo, t'es bien gentil, mais tu parles de recomposition. Enfin, ça y est, elle est recomposée. Enfin, ça fait longtemps que LR est recomposée. Ils sont d'extrême droite. Enfin, je veux dire, je pense qu'il reste un... En fait, j'arrive même pas à le dire. J'allais dire, il y a quand même une différence de nature, parce que c'est ce que je dis souvent, il y a quand même une différence de nature entre les LR et le Rassemblement National, mais ça a de plus en plus de difficultés à sortir de ma bouche, parce que c'est vrai que, je veux dire, ils font tellement la démonstration, mais de façon quasi quotidienne maintenant, que finalement, ils portent à peu près le même discours, et sur les juges, après la truc de la condamnation de Nicolas Sarkozy, et sur l'état de droit, et sur les migrants, et sur l'aide médicale d'État, et sur la sécurité, l'ordre, la police. Je veux dire, qu'est-ce qui reste en fait, qu'est-ce qui reste en fait de cette droite qui dit merde au Rassemblement National et à l'extrême droite? Franchement, aujourd'hui, je sais plus. Je sais pas. Alors, moi, je pense que l'affaire est en cours et qu'elle n'est pas faite. L'autre jour, toujours sur un de ces plateaux télé, parce qu'en fait, nous, les gens de droite, on les croise que sur les plateaux télé, hein, donc excusez-nous de vous parler de ça, parce que juste en ça, on n'a pas affaire à eux, quoi. Donc il y avait Gosselin, je sais plus c'est quoi son prénom, Didier Gosselin, je sais pas, enfin un député LR. Qui était donc interrogé sur ces évolutions et lui il était très farouchement opposé et il disait, c'est ça qui m'a paru comme intéressant, c'était pas une position de principe moral ou je sais pas quoi, si jamais c'est ça qui se fait, on coupera en deux le LR. C'est-à-dire que ce qu'il dit c'est il y a une partie qui est prête à s'allier avec le RN, pas forcément à aller se mettre au RN ou même avoir un lien organique comme l'a fait Éric Ciotti, mais il y a une partie qui serait prête à, par exemple, passer un accord de gouvernement avec les RN si il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc une partie des LR sont prêts à ça, mais une partie n'y est absolument pas prête. Et donc ce qu'il disait, c'est si c'est ça qui se fait, ça scindra le parti. Et je pense qu'en effet, quelqu'un comme Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand ne sont pas d'accord pour faire ça. Je pense qu'il y a des gens chez les LR, donc ce député Gosselin et d'autres, qui affirment aujourd'hui ça, c'est non. Il n'y aura pas d'alliance politique, il n'y aura pas d'accord de gouvernement avec le RN. Ça, c'est pour la partie, je dirais, restant républicaine. Ensuite, il y a le cas Retailleau et ses petits copains, notamment du Sénat, ou la plupart des sénateurs. Eux, ils disent, nous ne disons pas la même chose que le RN. D'ailleurs, le RN s'est abstenu sur la taxe Zuckman. D'ailleurs, le RN n'a pas voté pour la réforme des retraites, etc. D'ailleurs, le RN n'est pas assez sur le plan économique. Néolibéral. Oui, libéral, pro-business, etc. C'est-à-dire que le reproche
que Retailleau leur adresse, c'est de ne pas avoir été au bout de la transmutation de leur évolution ou de leur double langage. C'est-à-dire, en fait, il veut une clarification de leur côté. Et je peux le comprendre parce qu'en fait, c'est vrai que par exemple, quand vous écoutez Jean-Philippe Tanguy, le porte-parole du RN et du groupe surtout, qui est très proche de Marine Le Pen, lui il dit si Marine Le Pen est élue présidente de la République, la première chose que nous ferons, c'est que nous abrogerons la réforme des retraites et nous reviendrons à 62 ans ou 60 ans, je ne sais plus ce qu'il précise. Donc lui, il est sur cette position. Ce n'est pas la position de Jordan Bardella. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur des RN un peu de discours. Alors c'est vrai que ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin et que le discours, je dirais, qui était plus favorable aux catégories populaires à l'intérieur du programme RN ne cesse de baisser, c'est-à-dire que l'ascendant est pris pour avoir de la respectabilité, ça c'est le prix à payer à la respectabilité et aux accords possibles avec d'une part Éric Zemmour, d'autre part les LR. Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se passer et tous les états-majors font ces calculs-là, c'est-à-dire qu'en fait, le RN probablement ne pourrait pas avoir de majorité absolue. En revanche, il pourrait s'en approcher, voire l'atteindre, grâce à ces accords politiques faits avec d'autres partis auquel il accorderait une certaine autonomie, voilà. Et donc, bon, l'affaire n'est pas complètement achevée parce que c'est pareil. Marine Le Pen, c'est pas simplement la question sociale qui la préoccupe, c'est aussi la symbolique, c'est-à-dire être alliée avec la droite qui, d'une part, a collaboré avec la Macronie, d'autre part, a voté la réforme des retraites, etc., etc. Elle trouve pas que ce soit une carte de visite super abondante pour aller gagner les élections présidentielles. Surtout que pendant 50 ans, son père a dit UMPS. Enfin, je veux dire, il disait tout ça, c'est le système, et l'UMPS, enfin, il mettait la droite dedans. Ouais, bah, l'UMP, c'était les LR, quoi. Ouais. Donc, bon, l'affaire n'est pas faite. Ceci étant, là où je trouve que ça continue de travailler du côté du RN, mais là où ça va vite, c'est du côté des LR, quoi. C'est-à-dire que là, on voit que l'élection de Retailleau dans un fauteuil, il y a quoi, 2 mois. De toute façon, son challenger s'est évoqué qui vaut pas mieux. Enfin, je veux dire, c'est la même cam que tous les deux. Ils travaillent au rapprochement idéologique des LR avec les RN. Eux, ils s'imaginent qu'ils vont prendre l'ascendant. Oui. Alors justement, moi, j'ai 2 points sur ce sujet. La première, en fait, c'est la question de la vassalisation. C'est-à-dire que quand tu vois ce qui est arrivé à Éric Ciotti, c'est pas un accord, en fait. C'est genre, il est un suppôt de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, tu vois. Genre, il a certes un parti, entre guillemets, UDR, là, mais enfin, c'est une blague, en fait. Genre, il fait ce que Marine Le Pen et Jordan Bardella... Éric Ciotti, c'est rien du tout. Hein. Oui, c'est rien du tout. De fait, c'est... Oui, mais et la question, et je pense que c'est ce qui fait peur aux Républicains, même ceux qui sont tentés d'un accord avec le LR, c'est qu'ils... Avec le RN. Avec le RN, à chaque fois je me trompe. C'est qu'ils perdraient, en fait, la possibilité d'être un centre, en fait. D'être le pôle d'attraction. Le pôle d'attraction, s'il y a un accord LR-RN, c'est le RN. C'est LR qui se rallie au RN. C'est pas le RN qui va se rallier à LR. Personne ne raconte l'histoire comme ça. Et ça, je pense que pour un parti qui se veut encore un parti de gouvernement, qui imagine qu'il pourra encore produire des présidents de la République ou je ne sais quoi, puisqu'il produit des premiers ministres, pourquoi pas produire des présidents de la République. Et je pense que c'est un peu compliqué. La deuxième chose qui est importante, c'est que dans cette courroie, enfin, dans ce rapprochement, il y a un acteur que tu n'as pas cité, mais dont on avait parlé la semaine dernière, c'est le patronat. C'est-à-dire que le patronat qui est en train, mais lui aussi à toute berzingue en fait, de se rallier aux idées, on va dire, d'extrême droite, quoi. Enfin, travaille aussi en fait cet espace-là. C'est-à-dire que tu parlais, tu disais oui pour les LR, par exemple Retailleau, ils trouvent que c'est pas assez pro-business le RN. Mais en même temps,
comme par-dessus, enfin à côté, je sais pas comment on dit, le MEDEF et tous ces réseaux de patrons en fait sont en train de dire écoutez, franchement la proposition du Rassemblement National, why not, ça nous intéresse, c'est un truc sur lequel on peut avoir un levier, on les a rencontrés, on a rencontré Jordan Bardella, c'est un mec super, etc. Et que c'est un mec ouvert. Comment c'est un mec ouvert, voilà, c'est ça. Il écoute ce qu'on a à dire et puis il pourra mener la politique que nous on a envie d'avoir, tu vois. Et comme tu as ce type d'acteur en fait qui se met en action, les LR, ils peuvent pas regarder juste ça de façon comme des spectateurs. Ah non, eux c'est leur, ça normalement c'est leur précaré. Donc c'est pour ça que le fait que le patronat en fait se mette en branle, à la fois va faire que les LR vont aller beaucoup plus rapidement du côté du RN, puisque c'est le choix du patronat, et que aussi le RN se dit mais attends, pour avoir le pouvoir, si nous on veut aller à l'Élysée, avoir Matignon, avoir une majorité, etc., on a aussi besoin du patronat. Parce que ça, c'est soi-disant, ça c'est écrit dans les livres d'histoire, tu vois, la droite, et puis encore Macron, c'est comme ça qu'on raconte l'histoire d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a réussi à récupérer, on va dire, les puissances de l'argent et les puissances industrielles et à les mettre dans sa besace, et c'est comme ça qu'il a réussi à gagner en 2017. Et donc Marine Le Pen, elle se dit, bon d'accord, mais moi si je veux gagner, j'ai aussi besoin de ces gens-là. Et ça tombe bien, ils commencent à valider, à ne plus diaboliser mon espace politique. Donc elle aussi, en fait, comme elle a besoin du patronat qui est historiquement proche des LR, là il y a une espèce de triangulation en fait qui fait que les 3 points de ce triangle ne font que se rapprocher, puis au bout d'un moment, ils ne formeront plus qu'un. Alors, tout ça, ça nous donne une perspective inquiétante mais réaliste d'un accès au pouvoir du RN avec ses supplétifs. LR ou la bande à Ciotti, quoi, et Zemmour. Donc ça devient quelque chose qui commence à se crédibiliser vraiment. C'est-à-dire que moi, je partage l'opinion de ceux qui disent la France n'est pas prête à voter majoritairement pour le RN. Mais si le RN parvient à avoir des alliés, c'est une autre paire de manches. Parce que les alliés, ça peut ramener, ça peut faire les 51% nécessaires pour diriger. Si bien que la question de comment on fait face à ça à gauche, et donc cette question du combat antifasciste et de l'unité nécessaire pour faire face aux antifascistes est extrêmement importante. Et ça contredit un peu la partie précédente de notre discussion qui était, moi je plaidais pour que les formations politiques et les propositions politiques puissent s'exprimer. C'est-à-dire pour dire la gauche a besoin, que ça plaise ou pas à Jean-Luc Mélenchon, mais les propositions que peuvent faire tous les autres partis de gauche ont droit de se formaliser, de s'exprimer, voire d'aller jusqu'à la présentation aux électeurs. Je pense ça, et en même temps, ce que je pense, c'est qu'il faut être capable de faire face à la situation qui se présente là. Alors, on a une toute petite chance, c'est que je ne vois pas comment vont s'en sortir les gens de droite là. Je pense qu'ils sont vraiment bien barrés pour avoir et Gabriel Attal et Édouard Philippe et Retailleau candidats. C'est-à-dire que ce que l'on appelle trivialement le ticket d'entrée pour le second tour, il peut être plus bas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un second tour avec quelqu'un qui passe la rampe en ayant simplement réuni 16, 17, 18%. Ça, c'est déjà vu. C'était le cas en 2002. En 2002, comment il s'appelle, Jean-Marie Le Pen se qualifiait avec 17% tout pile. Donc, c'est possible de se retrouver dans une situation où quelqu'un va au second tour avec 17% tout pile. Mais je pense qu'en tout état de cause, les forces politiques de gauche qui vont se présenter ne peuvent pas ne pas avoir une réponse à cette question. Moi, je pense qu'on ne peut pas justifier l'unité uniquement au nom de la menace Rassemblement National, parce que ça ne fait pas une politique et ça ne permet pas d'arbitrer ce qui doit être arbitré, parce qu'il faut bien qu'il y ait des choix politiques qui soient faits, et on ne peut pas simplement dire que on ne veut pas du Front National ou du Rassemblement National, ce qui est tout à fait vrai qu'on ne veut pas. Ça dit quand même quelque chose, hein. Ça veut dire qu'on veut l'état de droit, qu'on ne veut pas de la maltraitance à l'égard des étrangers, des immigrés, que bon, ça dit beaucoup de choses. C'est dit, enfin, je veux dire, c'est pas neutre de dire ça, mais ça suffit quand même pas
à définir un cadre politique. Donc il faut absolument que cette dimension de comment on fait face au Rassemblement national doit être présente dans la proposition politique. De ce point de vue, l'argument qui est Jean-Luc Mélenchon peut accéder au second tour parce qu'il peut être le meilleur à gauche, mais qu'au second tour, il ne peut pas rassembler une majorité de Français, doit être entendu. Parce que je veux dire, c'est que je trouve que il y a peut-être de la désinvolture de la part de la France insoumise de ne pas écouter cet argument et de ne pas vouloir y répondre. Leur seule réponse est de dire « Oh là là, les élections, à chaque fois dans les sondages, et les sondages mentent et montent ». C'est-à-dire, ils commencent par mentir, par nous affaiblir, et puis ensuite, à la fin, vous allez voir, on est capable de faire une remontada formidable. Moi, je trouve que ce qui se passe depuis un certain temps, notamment de diabolisation de la France insoumise, est extrêmement grave, extrêmement préoccupant. Et je trouve que ce n'est pas possible, d'une certaine manière, que la gauche, hors LFI, puisse y contribuer, quand même que ce sera son corps défendant. Moi, je trouve scandaleux l'invitation de Emmanuel Macron qui ne s'adresse pas à la France insoumise pour cet après-midi. La France insoumise a le droit de dire « moi j'y vais pas ». Mais le président qui n'invite pas, ça c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il les met en dehors de la discussion. Je trouve ça totalement scandaleux. Personnellement, j'aurais considéré que c'était donc une raison pour ne pas aller à cette discussion. Le problème, c'est que le Parti socialiste considère que sa crédibilité et son unité et sa capacité à se tourner vers son électorat passe par une rupture avec la France insoumise. Donc, d'une certaine manière, ils alimentent eux aussi ce LFI bashing qui veut dire en fait que LFI est en dehors de la République et qu'il est légitime de l'ostraciser, en ne voyant pas, d'ailleurs, ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire, Retailleau, il dit on vote pas pour les socialistes parce que les socialistes ont été alliés avec les insoumis. C'est-à-dire que c'est par contamination successive, quoi. C'est-à-dire que ils seront embarqués dans cette disqualification. S'ils ne résistent pas à ça, ils tomberont eux aussi. Donc, je pense qu'on ne peut pas accepter ce qui est en train de se passer avec la France insoumise et que donc les forces de gauche doivent y résister. Mais la France insoumise aussi doit y résister. Et y résister, ça veut dire arrêter de mal se comporter. Ils se comportent mal avec leurs partenaires et avec leur manière d'être et de se comporter vis-à-vis des institutions et de ce qui est considéré comme normal en politique, qui fait que aujourd'hui, ça va pas fort, quoi. Les sondages sont pas bons pour la France insoumise et ils ont tort de croire que c'est anecdotique. Il faut qu'ils arrêtent leur désinvolture. Le danger, il est trop grand, là, pour s'imaginer qu'ils vont placer leur champion au second tour et qu'après, ça fera la rue Michel. C'est pas vrai, ça. En conclusion, et je vais redire un peu... En conclusion, c'est moi qui fais la conclusion. Deux toutes petites choses. La première, c'est que, effectivement, l'action contre le fascisme, l'urgence antifasciste n'est pas suffisant en fait pour proposer un projet alternatif aux Français qui soit désirable et qui permette de prendre le pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu t'adressais moi, j'ai envie de m'adresser à la gauche tout entière. Rappeler qu'aujourd'hui, elle pèse 30% tout mouillé au premier tour de l'élection présidentielle, que la France insoumise soit à 22 ou 23% à l'intérieur de ces 30% et que le reste fasse 7%, ou que ça soit l'inverse. J'en ai rien à fiche, à la fin ça fait 30%. Et 30%, je suis désolé, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Donc il faut que tous les gens en fait qui font partie de ces 30%, dont nous, on se dise, là il y a un problème en fait. On ne peut pas se satisfaire de faire 30% et de dire, on va gagner par un coup de poker, pas à la hussarde comme ça, juste sur un malentendu. Sur un malentendu, effectivement, parce qu'on aura réussi à faire 17,9 au lieu de 17,7 au premier tour. Enfin, je veux dire, c'est lamentable, tu vois. Et le problème, c'est que comme les insoumis sont persuadés qu'ils ont le meilleur programme du monde, etc., et que 22% ils trouvent ça plutôt pas mal, de fait, c'est pas mal, mais il faut qu'ils voient ce que c'est que l'entièreté de la gauche, c'est 30% tout mouillé. Désolé, mais ça marche pas, 30% tout mouillé. Donc il y a une introspection, un aggiornamento en fait que doit faire la totalité de la gauche, France insoumise comprise, sur c'est quoi le projet en fait, c'est qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est mal compris, pourquoi est-ce que certains à l'intérieur de cette gauche sont aussi détestés, tu vois. Eux, ce qu'ils te disent, c'est qu'eux, ils font 22%, donc c'est aux autres de faire leur boulot, de se mettre à jour. Oui, mais bon. C'est pas
part ça c'est pas complètement faux comme objection. Votre honneur. C'est pas complètement faux, mais ils font partie de la gauche. Enfin, même non, mais bien sans sûr. O avec un accent circonflexe, mais ils font partie de la gauche. Et c'est 30%. Voilà. Non, bien sûr, bien sûr. Genre, ils font pas partie de la droite, mais dis pas qu'ils comptent les voix de droite. Non, ça c'est pas... Non, c'est pas ça ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'ils considèrent que c'est donc aux autres de faire leur part de travail, de récupérer, d'apporter une réponse de gauche susceptible d'élargir l'assiette. Donc, c'est leur partenaire et donc de leur cracher dessus. Voilà, surtout ce que j'allais dire, c'est qu'ils acceptent du coup que la gauche elle est diverse. C'est surtout ça que ça veut dire. Ça veut dire que tout seuls, ils ne peuvent pas rassembler. Non seulement ils peuvent difficilement rassembler toute la gauche, mais ils ne peuvent pas rassembler au-delà de la gauche. Il faut qu'ils acceptent que chacun, avec son histoire, ses atouts, ses forces, les Verts, ils chopent des gens que la France Insoumise ne chope pas, et le Parti communiste aussi, et les socialistes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, la gauche, c'est des histoires, des attitudes, des façons de voir le monde et d'y faire face qui sont différentes, et c'est ça le problème, à mon avis, c'est de ne pas trouver que c'est bien qu'il en soit assis, que c'est ça qui permet de avancer. Moi j'irais même plus profondément, il va falloir qu'un jour Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis arrêtent de considérer que parce qu'ils se sont opposés, et depuis le début, par exemple à François Hollande, à la présidence socialiste entre 2012 et 2017, qu'ils ne sont pas, hélas, aussi dans la tête des gens, en fait, des héritiers de cette gauche qui a eu le pouvoir entre 2012 et 2017. C'est-à-dire que ça fait partie de notre clan. Et les gens, quand tu leur dis la gauche au pouvoir, même si tu leur dis, mais Jean-Luc Mélenchon, s'il devient président de la République, ça sera la gauche au pouvoir. Ils font, ah, merci, on a déjà vu ce que c'était que la gauche au pouvoir, c'était François Hollande. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça profondément que pensent les gens. Je te dis pas que c'est vrai, et que Jean-Luc Mélenchon ferait la même chose que François Hollande, pas du tout. Mais en revanche, Jean-Luc Mélenchon, en 2025, il est l'héritier, en fait, de François Mitterrand, de Lionel Jospin, de Martine Aubry et de François Hollande, ne lui en déplaise, tu vois, parce que c'est le même périmètre politique, et que quand il s'agit de parler de gauche et de droite, genre Jean-Luc Mélenchon, on le met plutôt à gauche que genre n'importe où, enfin genre je veux dire, il est pas issu de nulle part, tu vois, enfin il est issu de cette histoire politique là, il a même été au PS pendant 30 ans, donc genre tu vois, donc il y a un truc au bout d'un moment, c'est pour ça que nécessairement en fait on doit travailler ensemble, et tu peux essayer de te décoller, de dire c'est pas moi, je l'aime pas, etc. Mais à la fin des fins, c'est la proposition de gauche en fait qui a pris un coup dans la gueule sous François Hollande. En général, enfin, lorsque l'URSS est tombé, c'est la gauche en général, c'est l'alternative en fait au capitalisme qui a pris un coup dans la gueule. Même s'il y avait des trotskistes, tu vois, qui détestaient les communistes, tu vois. D'accord. Mais donc, ce que je te dis, c'est que genre du coup, le contre-discours en fait, le discours alternatif, il est tout le monde doit se poser la question. Il n'y a aucun acquis. Il n'y a pas de... Quand tu me dis, oui, nous, on fait 22% et puis les autres, ils ont qu'à faire plus. Non. En fait, on est tous dans la même barque. En fait, ça s'appelle la gauche. Si t'en as qui font n'importe quoi... Moi, je vais te dire, on considère là que Olivier Faure et Marine Tondelier, etc., à vouloir un Premier ministre de gauche, on n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Mais il ne faut pas croire que la France insoumise ne va pas pâtir, en fait, de cette position, en fait, de ses partenaires de gauche il y a encore un an. Bien sûr qu'elle va en pâtir. Les gens vont dire, mais enfin, c'est quoi cette gauche? Qu'est-ce que c'est que cette gauche? Admettons que là, il y a un Premier ministre de gauche et que ça tienne 2 semaines. Mais Jean-Luc Mélenchon va bien sûr en pâtir. Parce que genre, les gens vont se dire, mais c'est quoi ça, c'est la gauche au pouvoir, elle tient pas 2 semaines. Voilà. Et on va dire, pourquoi ce serait différent pour Jean-Luc Mélenchon? Voilà. Donc, il y a un espèce de tout. En fait, tu ne peux... je comprends, nous, on a le nez dedans. Et donc, on voit bien qu'il y a des différences énormes. Mais en fait, pour beaucoup de gens, et même pour moi, la gauche, c'est un tout, tu vois, pluriel. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, tu vois, tout le monde doit se poser des questions et se dire comment est-ce qu'on fait pour faire mieux. Alors, il y a la tentation de dire, pour ne pas subir les conneries des autres, il faut les tuer. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que du coup, on n'a pas envie d'avoir à pâtir et à rendre des comptes sur des choses que l'on n'a pas décidées. Donc ça a tendance à conforter la position hégémonique. Pas seulement de Mélenchon, aussi du Parti socialiste ou du Parti communiste il y a 30 ans. Parce que je veux dire, c'est les partis dominants, ils n'ont pas envie d'être emmerdés par les petits qui ont l'audace d'être eux-mêmes en dehors
des grandes têtes. Bon, du coup, on va poster ce débrief vendredi après-midi. On en fera peut-être un autre si demain, d'aventure, ce soir, d'aventure, il y avait un Premier ministre... de gauche, on a dit. Hein. Si c'est un Premier ministre de gauche, on refait un débrief demain. Ouais, sans ça, on laisse tomber parce que nous, on ne croit pas que ça serait un Premier ministre de gauche. Catherine, il faut savoir, genre, si c'est Cazeneuve, c'est un Premier ministre de gauche Non, un Premier ministre qui puisse être soutenu par les... Non, mais s'il y a un Premier ministre qui puisse être soutenu par les forces du NFP. Tiens, comment il s'appelle l'ancien Premier ministre là, qui a dit non à l'ONU? Villepin. Voilà. Si c'est Villepin. Bien sûr. Enfin, allez, c'est sur ces mots. Si c'était Villepin. Ciao. Ciao.